Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les titres. L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche soir avoir déjoué à Kinshasa une tentative de coup d'État ayant impliqué des Congolais mais aussi plusieurs Américains et un Britannique, un incident qui soulève beaucoup de questions sur fond des tensions politiques et des conflits dans la partie est de la RDC. Sans surprise, le leader de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a été élu au poste de président de l'Assemblée nationale 4 jours seulement après l'attaque de son domicile par des hommes armés. Tentative de spoliation de la concession FPI scellée par la famille Kengo Wadondo, l'établissement public dénonce l'anarchie et l'inexécution des décisions judiciaires de sa réinstallation et appelle à l'implication du président de la République. Et enfin, le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment jeudi lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rejoint en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a à son tour exprimé sa gratitude aux pays de la SADC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés auxquels fait partie la République démocratique du Congo, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Connu comme une figure emblématique de la politique congolaise, Vital Kamerhe, diplômé en sciences économiques et docteur en linguistique, parle parfaitement toutes les langues nationales et aussi les français et l'anglais. Il est actuellement professeur associé à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. L'homme de confiance du président de la République, Félix Tshisekedi, revient au perchoir 15 ans après avoir dirigé l'Assemblée nationale en 2008. Et oui, il a obtenu 371 voix contre 37 bulletins nuls et blancs. Il retrouve enfin son fauteuil. Après son élection, Kamerhe a exprimé son engagement et promet de pacifier la partie est de la RDC, en proie à l'insécurité. La paix est possible pour le gouvernement congolais
La recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elles durent, plus elles causent des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Notons que ce bureau définitif de l'Assemblée nationale compte au total 7 membres, dont Vital Kamerhe de l'UNC, président, secondé par Jean-Claude Chilumbayi de l'UDPS. Christophe Mbosso est désormais deuxième vice-président de ce bureau, alors que Jacques Joly est rapporteur. Dominique Munongo d'Ensemble pour la République occupe les postes de rapporteur adjoint. Chimène Polipoli, Kester et Grace Nehema comme Kester adjointe. Bien que la situation sécuritaire ne soit pas stable, toutes les machines sont mises en marche pour permettre à Vital Kamerhe de continuer son combat. Vital Kamerhe, on l'appelle communément les pacificateurs. Voyons voir ce qu'il a promis. Il va donner le meilleur de lui-même. Attendons voir. C'est tout ce que je peux dire aussi. Vital Kamerhe, c'est quand même une idée. Vital Kamerhe, il a travaillé avec beaucoup de gouvernements, il a beaucoup donné, il a donné le meilleur de lui-même. C'est pratiquement aussi une bibliothèque vivante. Attendons voir par rapport à sa promesse. Sûrement, il y aura les meilleurs jours. Nous savons que Vital Kamerhe, c'est un ancien, c'est un expérimenté. On ne peut pas aussi nier ça. Mais les problèmes de notre gouvernement qui lui essaye un peu de regarder et de prendre la solution par rapport à la vie sociale. Le peuple souffre. À partir ya nini batoze biso bango kuna bakende yande libumu na bango makambo ya mboka metala lelo quand même il fallait basala vraiment contrôle parlementaire zele zate social ya ba congolais insécurité mais na habité iloko nini to ko rappeler bango le soso bango ba moni nanu te azara déjà président de l'Assemblée nationale et puis azongi susu azama na ba expérience au travailler et bien ne gérer mboka donc pour ngana sepeli mingi. Et puis c'est une bonne chance à travailler bien, Moussa qui est malamu, à Megasuko Bongisa Ozangaki, donc à une population quoi. Tout a commencé en fin de nuit du dimanche 19 mai dernier, lorsque la résidence de Vital Kamerhe, candidat de la majorité présidentielle au perchoir de l'Assemblée nationale, a été attaquée dans la commune de la Gombe par des hommes armés en tenue militaire. Ces hommes ont ouvert le feu, selon des sources sécuritaires et des témoignages des voisins, pendant plusieurs minutes. 2 des policiers commis à sa garde ainsi qu'un des assaillants ont perdu la vie lors de cette attaque orchestrée par Christian Malanga, responsable du mouvement New Zaïre. Quelques minutes plus tard, simultanément, une vidéo en direct diffusée sur la page Facebook de cet activiste de la diaspora, Christian Malanga, montrait des hommes armés à l'intérieur du palais de la nation. Ces hommes habillés en tenue militaire et arborant des effigies et des drapeaux du Zaïre parlaient en anglais, en lingala et en français. Ils affirment être de la diaspora et avoir amené leurs enfants. Puis, en milieu de matinée de ce même dimanche, dans un bref message diffusé à la télévision publique, l'armée congolaise, à travers son porte-parole, le général de brigade Sylvain Ekenge, annonce avoir repris en main la situation et déjoué une tentative de coup d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité.
Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. D'après le coordonnateur et recruteur de ce mouvement, cette opération composée d'une 50aine d'individus ne visait pas seulement Vital Kamerhe, mais elle visait aussi les résidences de la première ministre Judith Suminwa et de Jean-Pierre Bemba. Kamerhe na madame premier ministre na wuti Angleterre na landa kaka mouvement na ye ya sa biso ke non soki tosala ye baobenga ye akoma président soki toleki Kamerhe tolizwi madame wana ye moto azoprononce akoma président ya république epi ekoma news aye tolondaka idéologie na ye nde azoloba na poto. Signalons par ailleurs que ces assaillants se sont servis des véhicules arrachés au privé après avoir tué leurs propriétaires pour la mobilité de leur opération. En outre, le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé définitivement lors de l'intervention des FARDC au Palais de la Nation. Malgré l'appel du porte-parole de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge aux habitants de la ville de Kinshasa a vaqué librement à leurs occupations après l'annonce d'une tentative de coup d'État. Dans les rues de Kinshasa, les calmes se constatent et les Kinois plongés de plus en plus dans la peur, comme l'a souligné une jeune dame rencontrée au quartier GB. C'était vraiment une chose qui nous a vraiment choqués et ça a choqué tout le monde. C'est tout le monde qui était vraiment paniqué sur l'histoire. Mais la chose que je pourrais seulement dire à la population, nous sommes là vraiment en train de pleurer. Jusque-là à l'Est, il n'y a rien comme solution. Donc c'est une affaire à qui est-ce que nous, le peuple congolais, nous devons nous associer, prendre la conscience, avoir pitié des innocents qui sont en train de mourir là pour rien et associer Dieu dans la chose. Un autre citoyen rencontré aussi ce matin pense que la sécurité dans ce pays est faible et demande au gouvernement de trouver les moyens nécessaires pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Comment est-ce qu'ils sont entrés? C'est-à-dire la sécurité est moindre au sein de notre pays. Parce que de tels meurtriers ne peuvent pas sans doute entrer sans toutefois que nos services de sécurité puissent les repérer. Ça, ce n'est pas une bonne manière de travailler. Avec ce gouvernement, ce n'est pas une bonne manière de travailler. Parce qu'entendre parler les jeunes gens là, vous entendrez qu'ils sont en train de murmurer contre les dirigeants de la République. Rappelons que, selon nos sources, c'est dans les rues parmi les plus sécurisées de la capitale congolaise, dans les quartiers de la Gombe, où se trouvent des sièges d'institutions et plusieurs résidences d'officiels congolais et d'ambassadeurs, que l'attaque s'est déroulée aux alentours des 4h30 dimanche matin. Les voix continuent de se lever après la tentative de coup d'État du dimanche dernier qui a occasionné la mort de 4 personnes du côté des assaillants, Christian Malanga, leader du groupe. Plusieurs réactions dans la classe politique congolaise sont enregistrées, notamment celle de Christophe Mbosso, qui dénonce et condamne avec fermeté cette attaque et présente ses condoléances les plus sincères à Vital Kamerhe ainsi qu'aux familles biologiques de ces 2 vaillants gardes du corps. Parmi les réactions, nous pouvons lire également de Moïse Katumbi, je cite, « Quelle que soit la nature des revendications, le recours à la violence n'est pas une option pour la paix, la stabilité et le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo, comme l'aspire le peuple congolais. » Pour sa part, Olivier Kamitatou, lui, estime que la lumière devra être établie et les responsabilités dressées sur la nature des événements qui ont provoqué ces pertes en vie humaine dans la capitale. Inutile de porter des jugements et de chercher la vérité au risque de procéder aux arrestations arbitraires. Le Bureau national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID
se sont plus que troublés, notamment par la chronologie des événements, la taille du commando au regard des vidéos diffusées, la provenance des assaillants et les cibles visées. Ils déplorent également les morts causées par cette funeste entreprise et exigent une enquête internationale pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Notons que cette attaque intervient dans un moment le plus critique que traverse le pays, avec les affrontements à l'Est ainsi que l'attente du nouveau gouvernement. Non. Voilà. Non. Non. Écoutez, les lieux n'est pas indiqué pour savoir si on n'a pas été consulté ou si on l'a été. Je crois que c'est pas vraiment la question du jour. Nous ne pouvons que féliciter Vital Kamerhe pour son élection. Nous venons de l'attendre séance tenante. C'est ça. C'est un professionnel de la politique congolaise. Nous ne pouvons que le féliciter. Un coup d'État ne vise pas un ancien ministre de l'économie, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Vital n'était plus ministre de l'économie. Écoutez, je pense que la question de la sécurité se pose effectivement avec beaucoup d'acuité, parce qu'effectivement, si le palais, la nation, le palais présidentiel, enfin le lieu de travail d'un chef de l'État peut être assiégé par des inciviques de cette manière-là, il va sans dire que la sécurité de ceux qui ne sont pas à un niveau élevé, c'est-à-dire certaines personnes comme opposants, et on réalise que la sécurité pose effectivement beaucoup. Les fonds des promotions de l'industrie FPI dénoncent la présence injustifiée de militaires et policiers dans sa concession couverte par les certificats d'enregistrement volume A/N 41 follué 171, subséquent à l'arrêté ministériel numéro 653/KB/mine.af.France 2019. Il s'agit de la concession ex-Manoa de 20 hectares acquise en 2013, située dans la commune d'Elancélé à Kinshasa. Les FPI, propriétaires du site, soulignent avec amertume qu'il a été déguerpi sur base des décisions judiciaires obtenues d'une manière irrégulière par la famille de messieurs Kengo Wadondo, président honoraire du Sénat. À cet effet, les FPI a initié 2 procédures pour recouvrer ses droits. La première est relative à la rétractation du jugement rendu par les tribunaux des grandes instances de Kinkole, et la deuxième est liée à la confirmation de ce droit des jouissances et à la cessation des troubles. C'est ainsi que les tribunaux avaient ordonné la descente sur les terrains pour constater les limites de la concession du FPI et celle de M. Kengo Wadondo. En sus des procédures sur rappelées pendantes devant les TGI Kinkole, les FPI et bénéficiaires de la décision numéro 01-08068-008-D-040-KAD-SEC-2024 de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du 8 avril 2024 qui ordonne sa réinstallation dans sa concession aujourd'hui car elle est. Force est de constater que le 9 mai 2024, l'huissier de justice désigné pour réinstaller les FPI a rencontré une farouche résistance de militaires et policiers qui affirment n'avoir reçu aucun ordre de leur hiérarchie pour quitter les sites. La décision de l'inspecteur général n'est pas exécutée à cause des interférences de certaines autorités civiles, militaires et policiers. Ceux militaires et policiers ont été placés sur les sites avec la complicité de certaines autorités de l'armée et de la police. Les FPI dénoncent une telle anarchie et sollicitent l'implication personnelle du président de la République, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police afin que la justice lui soit rendue. Mudimu Tshisekedi Bertrand, directeur général.
Le pont Ringa de Bouéremana, en plein affaissement, a été visité par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce 21 mai 2024. Le chef de l'exécutif avait à ses côtés les directeurs provinciaux du FPI pour évaluer la situation sécuritaire sur le lieu. Nous sommes au pont Ringa, où j'ai appelé les DP de FPI pour qu'il arrive lui-même s'assurer que la sécurité est là. De la sécurité, le directeur Honoré Kabunda fait rapport à sa hiérarchie afin de planifier les débuts des travaux. Nous avons été ici avec l'excellence, comme il l'a dit. Nous avons été ici pour voir un peu la faisabilité, comment est-ce que le FPI, dans ses attributions, il peut aussi financer la construction de ces ponts avec les dallots qu'on va mettre, je crois, à quelques mètres ici. C'est comme ça que nous avons été. L'étude avait déjà été faite, mais il y avait des hésitations, comme l'excellence l'a dit, l'hésitation en termes de sécuritaire. Mais moi-même, je suis au niveau des ponts. Vous avez vu les ponts là. Regarde, si on n'intervient pas, je crois d'ici quelques jours, ça va s'effondrer. Là, on dira vraiment FPI comme étant État n'a pas pu intervenir. C'est là que nous sommes là. Et nous venons de parler avec la hiérarchie au niveau du siège. J'espère que d'ici quelques jours, le financement pourra arriver pour que les ponts soient réhabilités. Et à l'intérêt de la population de Bouéremana, Minova, pourquoi pas, du Congo en général. Mais quelle est l'utilité de cet ouvrage? Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, explique. Si on a la possibilité d'avoir les moyens, c'est un pont très capital pour la province. Et si ça s'affaisse, il y aura encore une coupure entre le nord et le sud. Le pont Ringa, vous le savez, est situé à Bouéremana, chefferie de Baoundé. Il relie le nord au sud Kivu. C'est une des voies importantes des dessertes agricoles. Afin de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le contexte du putsch manqué, ces patrouilles mixtes PNC et FARDC ont été lancées dans la nuit de mardi à Kinshasa à la suite d'une décision prise au cours d'une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, et le commandant régional de FARDC. Ces patrouilles interviennent au moment où une folle rumeur, larguée sur les réseaux sociaux, a sémé la panique dans la capitale. Elle faisait état de l'imminence d'une mesure officielle portant instauration d'un bouclage, voire d'un couvre-feu, au lendemain du coup d'État manqué le dimanche 19 mai dernier. Mais la réaction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ne s'était pas fait attendre. Sur son compte X, le patron de la sécurité avait annoncé qu'aucune mesure de couvre-feu n'a été décrétée. Quelques heures plus tôt, la même alerte était déjà visible sur le mur du compte X du ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, tweeté le lundi 20 mai à 15h57, heure de Kinshasa. Précisons que, depuis quelques semaines, le ministère de l'Intérieur avait lancé l'opération Panthère Noire qui vise à réduire l'insécurité via la surveillance des délinquants communément appelés Kuluna. Le concert tant attendu de Moïse Mbilé a bel et bien eu lieu, comme prévu, le dimanche 19 mai 2024, devant une foule enthousiaste, sous la bénédiction du Saint-Esprit, en ce jour de la Pentecôte. Nous sommes au stade des Martyrs, oui, et c'était plein à craquer, comme vous pouvez le voir dans ces images. Il était 17h45, l'heure à laquelle l'artiste de gospel congolais Moïse Mbilé a fait son entrée au stade des Martyrs sous une protection de haute gamme. Parmi les invités, nous pouvons remarquer la présence des quelques autorités du pays. Et pour accompagner leurs frères, le pasteur et chantre Patrice Ngoï Moussoko, le couple Joël Francis et Simian Tatou et Mekanou,
Matou Samuel et plusieurs fidèles des différentes églises présents au stade des Martyrs. Moïse Mbié a offert une performance mémorable, mêlant émotion, bénédiction, communion pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. Avec ses nombreuses chansons à succès telles que « Ô mérité », chantée dès son entrée au podium et qui a transporté ses fans dans un univers incroyable. Les polémiques ne manquent jamais dans l'histoire de la musique congolaise. Après ces concerts, les avis sont départagés. Mais la plupart des Congolais présents à l'événement pensent qu'il s'agit là du meilleur concert jamais donné au stade de Martyrs de Kinshasa. Il est important de noter que ce concert aurait pu être annulé en raison des attaques armées survenues à Kinshasa le dimanche matin. Mais grâce à la détermination du gouvernement provincial et du ministre de l'Intérieur, l'événement a pu avoir lieu. Ajoutez à cela la détermination du peuple des dieux de vouloir bouger le trône, permettant ainsi la manifestation de la gloire de l'Éternel dans une atmosphère de paix et de joie. Il est aussi à noter qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, pas de vol, tout s'est très bien déroulé jusqu'à la fin. Selon le rapport publié par l'Organisation mondiale de santé, des nouvelles données montrent que les infections sexuellement transmissibles augmentent dans de nombreuses régions. Déjà en 2022, un objectif ambitieux a été fixé par l'État membre de l'OMS qui consistait à réduire de 10 fois le nombre annuel d'infections par la syphilis chez les adultes d'ici 2030, le faisant passer de 7,1 millions à 0,71 millions. Pourtant, en cette même année, les nouveaux cas de syphilis chez les adultes âgés de 15 à 49 ans ont augmenté de plus d'1 million pour atteindre 8 millions. À lire ce rapport, les augmentations plus remarquables et élevées ont eu lieu dans la région des Amériques et dans les régions africaines. Combiné au déclin insuffisant observé dans la réduction des nouvelles infections au VIH et aux hépatites virales, le rapport signale des menaces pour la réalisation des cibles correspondantes des objectifs de développement durable, ODD, d'ici 2030. Selon le Dr Tedros Adhanom, l'incident croissant de la syphilis suscite de vives inquiétudes. Heureusement, des progrès importants ont été réalisés sur plusieurs autres fronts, notamment en accélérant l'accès aux produits de santé essentiels, notamment au diagnostic et au traitement. Nous disposons des outils nécessaires pour mettre fin à ces épidémies qui menacent la santé publique d'ici 2030. Mais nous devons désormais veiller à ce que, dans le contexte d'un monde de plus en plus complexe, les pays fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre les objectifs ambitieux qu'ils se sont fixés. Le rapport note une augmentation de la syphilis adulte et maternelle à 1,1 million et de la syphilis congénitale associée, 523 cas pour 100 000 naissances vivantes par an. En 2022, il y a eu 230 000 décès liés à la syphilis. En République démocratique du Congo, les décès par syphilis ont atteint 3,751 ou 0,7% de décès totaux. Et le taux des mortalités est de 1,79 par 100 000 populations, selon les données de l'OMS publiées en 2020. Cérémonie solennelle avec de nombreux chefs d'État de la sous-région. Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment jeudi à N'Djamena. Le général de 40 ans et chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans a été élu avec 61% des suffrages le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Et il avait face à lui son premier ministre Succès Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections a vu son recours en annulation rejeté par le Conseil.
Mahamat Idriss Déby succède ainsi à son père, le président Idriss Déby Itno, tué au combat contre les rebelles en 2021 après 3 décennies de règne. Il s'agit du tout premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays de 18 millions d'habitants depuis son indépendance en 1960. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche soir avoir déjoué à Kinshasa une tentative de coup d'État ayant impliqué des Congolais mais aussi plusieurs Américains et un Britannique, un incident qui soulève beaucoup de questions sur fond des tensions politiques et des conflits dans la partie est de la RDC. Sans surprise, le leader de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a été élu au poste de président de l'Assemblée nationale 4 jours seulement après l'attaque de son domicile par des hommes armés. Tentative de spoliation de la concession FPI scellée par la famille Kengo Wadondo, l'établissement public dénonce l'anarchie et l'inexécution des décisions judiciaires de sa réinstallation et appelle à l'implication du président de la République. Et enfin, le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment jeudi lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé, mais entre-temps, portez-vous bien, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.